Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, bienvenue à vous, fidèles de Presse Éco, votre tribune hebdomadaire qui permet de revenir sur les faits qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs autour de ce plateau. Ce sont des analystes, des hommes de médias. Nous allons donc revenir sur les faits qui ont marqué, comme je disais, l'actualité avec eux. Nous allons débattre, commenter et puis faire des avis également. Aujourd'hui, nous allons évoquer des sujets au plan national. Il s'agit, comme vous pouvez l'imaginer, de cette interdiction, on allait dire, de cette dispersion de la marche du 16 septembre par la police nationale. Nous allons revenir sur ce sujet-là. Et puis, second sujet, il est question de l'appel. Le procureur militaire a interjeté appel du jugement du 2 septembre concernant donc le push manqué de septembre 2015. Nous allons donc évoquer ce sujet-là qui est fortement juridique. Et puis, en troisième position, il s'agit du mouvement d'humeur dans la santé. Le Chincha donc a prorogé donc son mouvement d'humeur jusqu'au 27 novembre. Nous allons donc évoquer ce sujet. Et puis, en international, il s'agit donc de la CPI, toujours nouvelle de Gbagbo et de Blé Goudé. Bensouda, donc la procureure, a fait appel donc, de leur acquittement. Nous allons donc évoquer ce sujet-là avec mes invités autour de ce plateau. J'ai à ma gauche Maître Kelem Apollinaire de Tambela. Il est avocat, inscrit au barreau. Il est président du CRIC, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci, Maître, d'être sur ce plateau. Évariste Faustin Concebo, il est chroniqueur média, il est président du CEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme et également premier porte-parole du FORAC, le Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être là. Et puis Parfait Silga, il est journaliste et analyste. Merci Parfait d'être sur ce plateau. Et puis enfin, dernier invité, Mamadou Ali Kompaoré, il est journaliste à la RTB Télévision Nationale, ancien rédacteur en chef, ancien présentateur du 20h. Merci à vous tous d'être sur ce plateau. On va donc démarrer avec ce sujet beaucoup syndical, mais nous, on ne va pas faire du syndical. On va tout de suite évoquer la question au fond. Maître, pour commencer, il est question de l'égalité et de légitimité de cette marche. On a vu ce qui s'est passé. À Ouagadougou, la marche a été dispersée. La police a chargé donc à coups de gaz lacrymogène les marcheurs. Par contre, à Fada et puis à Boussouma ou encore à Ouébia, il y a eu la marche. Oui, même à Kongoussi. Oui, d'accord. Puisque le maire de Kongoussi a donné son autorisation pour la marche. Mais je crois qu'à Ouagadougou, le maire n'a pas donné l'autorisation. Donc, à partir de là, c'était justifié qu'on disperse les marcheurs. C'est tout à fait normal. Et selon les informations que j'ai, je crois que c'est depuis le 12, non, que le maire a notifié le refus pour la marche. Et donc, dans un tel cas, si les marcheurs tenaient à la marche, ils pouvaient saisir le juge des référés. Si nous voulons appliquer le droit, ils pouvaient saisir le juge des référés pour contester l'autorisation, le refus d'autoriser la marche par la mairie. Ne l'ayant pas fait, c'était un rapport de force qui était engagé. Et donc, quand on engage un rapport de force, il faut être sûr que la force est de son côté. Cela dit, il faut préciser une chose. En droit international, vous avez ce qu'on appelle un précédent. Quand un État fait quelque chose pas tout à fait conforme, et que vous laissez faire, ça devient un précédent. Donc un autre État, une autre fois, peut faire la même chose sans que vous ayez quelque chose à dire. De même, en droit du travail, quand un employé fait quelque chose qui ne convient pas, et vous ne le sanctionnez pas, ça devient un précédent. Un autre employé qui fait la même chose, la prochaine fois, vous ne pouvez pas le sanctionner, lui. Donc à partir du moment où la marche n'était pas autorisée, il revenait à l'État de faire respecter l'autorité de l'État. Pour que prochainement, il n'y ait pas de désordre, pour que n'importe qui ne puisse pas faire comme il veut, même si ce n'est pas autorisé. D'accord. Là, c'est la question de l'autorité, d'accord, mais est-ce que l'autorité également aussi a respecté certaines formes? Par exemple, Bassolma Bazé a dit, par exemple, qu'il n'a pas reçu de notification. On a tous vu circuler sur les réseaux sociaux un courrier en réponse donc, au courrier des marcheurs ou des organisateurs qui disait qu'il faut changer la forme parce qu'il y a des questions donc, de sécurité, actuellement des questions de sécurité. Et donc le maire avait demandé de reprendre la correspondance et de changer les formes. Oui, bon, est-ce que ça, c'est une notification? Moi, je ne suis pas dans le secret de comment les choses se sont passées. C'est que moi, j'ai appris ce que le maire aurait refusé son autorisation. Et comme j'ai eu à le dire, s'il y avait des doutes ou quoi que ce soit, il y a le juge des référés qui est là pour régler le problème. Donc, si les manifestants estimaient que l'autorisation était discutable, ils saisissent le juge des référés. Ils avaient suffisamment de temps pour ça. La preuve est que nous avons vu, n'est-ce pas, pour le congrès du CDP, le temps était très réduit, mais néanmoins, ils ont saisi le juge des référés qui s'est prononcé. Donc, si nous sommes dans un état de droit, il faut laisser faire le droit.
Si nous n'appliquons pas le droit, là, ça devient une question de rapport de force. Et là, quand vous engagez un rapport de force, il faut être sûr que la force est de votre côté. C'est comme, par exemple, ce qui s'est passé lors de l'insurrection en 2014, où on a eu, n'est-ce pas, à chercher les parents de mon ami Ali Compaoré. C'était une question de rapport de force qui était engagé. Voilà. Et donc, comme le rapport de force était du côté des manifestants, bon, là, il n'y a pas eu de sanction. Mais si le rapport de force n'avait été de leur côté, on aurait pu sanctionner les manifestants. Sylvia, le maire a répondu, il a dit qu'il fallait changer la forme, etc. Mais ailleurs, au niveau du gouvernement, on parle plutôt, la lettre du secrétaire général du Conseil des ministres faisait état de 15 jours francs qu'il fallait respecter. Et donc, on est rentré dans une sorte de, on va dire, de deux dates ou de deux situations, de deux raisons de refuser cette manifestation à Ouagadougou. Dans l'un ou dans l'autre cas, il y a eu des arguments qui ont été avancés. Alors, donc de deux choses l'une. Ou bien on rentre dans le schéma, effectivement, qui nous est présenté par la partie qui est en face, c'est-à-dire que ce soit le secrétaire général du gouvernement qui répond, ou que ce soit la mairie qui dit vous n'avez pas le droit de marcher pour des raisons sécuritaires, que ce soit dans l'un ou dans l'autre cas, vous regardez le schéma et vous dites qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue dans la logique que veut nous imposer la partie d'en face, ou on engage le bras de fer? Si vous décidez d'aller dans la logique du gouvernement ou de la mairie, bon, vous saisissez effectivement le juge des référés. Mais si vous décidez de dire nous allons engager le bras de fer, bon, il faut vous attendre à ça. Ça veut dire que vous avez mesuré vos forces. Et je rappelle que quelques jours avant, le ministre de l'administration territoriale les a rencontrés. Et le ministre je pense qu'il avait dit clairement que s'il tenait effectivement à cette marche-là, bon, l'État n'allait pas leur permettre de le faire. À Ouaga, bien sûr. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que j'ai dit, dans l'un ou dans l'autre cas, bon, il faut choisir. Si vous choisissez effectivement de continuer dans le sens de... je pense que si les syndicats ont déposé une autorisation, s'ils ont déposé une demande pour marcher, il faut aller dans ce sens-là. Maintenant, si vous déposez la demande et qu'on dit vous ne pouvez pas, vous dites oui, nous avons respecté tout, nous allons quand même marcher, bon, il y a quand même, on peut quand même se poser des questions. Voilà ce que j'ai dit. Est-ce qu'au-delà de tout ça, oui, pour aller toujours sur la forme, est-ce que l'État ou les structures déconcentrées, est-ce que la mairie et l'État ont respecté eux-mêmes, ont respecté eux-mêmes la légalité en la matière quand ils interdisent d'une telle marche, parlant de 15 jours francs? Est-ce qu'ils ont respecté les règles? Parce que le décret est clair. Quand le secrétaire général dit vous n'avez pas respecté 15 jours, mais pour moi c'est tellement simple, vous reprenez votre demande et puis vous respectez les 15 jours francs qui sont demandés. Et à partir de ce moment, si vous respectez maintenant ces 15 jours et que malgré tout, on vous interdit la marche, bon, vous pouvez dire, bon, c'est la force qu'on veut nous faire. Mais là, vous dites, vous avez respecté les 15 jours. Nous allons quand même marcher. Bon, ça veut dire que vous cherchez la confrontation. Et quand vous cherchez la confrontation, il faut avoir le rapport de force en votre faveur. Là, ce qui s'est passé, le rapport de force n'était pas en leur faveur. Voilà pourquoi ils ont été dispersés. Moi, c'est vraiment l'analyse que je fais de ce qui s'est passé. On va toujours continuer dans le Évariste Concebeau, sur la forme. Est-ce que l'État lui-même a respecté? Parce qu'on a le décret de 1960 qui est là, concernant bien sûr cette affaire. Donc c'est la loi numéro 4560 AN portant réglementation du droit de grève des fonctionnaires et agents de l'État de 1945 qui est quand même un peu clair là-dessus. Il est dit que les responsables du mouvement de grève déposent à titre donc, de notification au cabinet du président du Conseil des ministres une note signée indiquant le motif de la grève, son étendue, la date prévue pour son déclenchement, etc. Sa durée approximative. À la réception, le cabinet du président du Conseil remet au responsable du mouvement de grève un accusé de réception portant la date de la notification. À compter de cette date, le déclenchement de la grève ne peut intervenir qu'après un délai de 15 jours, de 10 jours et de 5 jours par là, en fonction donc, des catégories de fonctionnaires. Ce qui est clair, c'est que les syndicats, ils ne sont pas à leur première action. Hein. Ils ont des grèves, on en a fait. Je pense qu'on en a dénombré une centaine, sinon plus. Donc, ils ont l'habitude. Que l'on vienne donc dire aux syndicats qu'ils se sont trompés sur une question de jours, moi, je suis totalement étonné. Mais qu'à cela ne tienne, c'est vrai que si nous voulons construire un état de droit,
bon, ils avaient la liberté de choisir. Parce que quand vous avez des problèmes d'interprétation, dans notre pays, on a toujours eu ce problème. Il y avait déjà des gens qui vous disent que nous sommes dans un régime d'information préalable, en ce qui concerne. D'autres vous disent que nous sommes dans un régime d'autorisation préalable. Bon, toutes ces questions, pour les clarifier, bon, il y a la justice qui est là. Donc, une fois qu'on aura une décision assez claire, bon, c'est que le reproche peut-être qu'on peut peut-être faire aux syndicats. Sinon, ils ont l'habitude. Hein. Ce n'est pas la première fois que les mêmes procédures, ils les ont suivies. Bon, c'est quand même étonnant. Mais il faut éviter... on avait l'impression que chacun bandait les muscles de son côté. Bon, mais il faut éviter cela parce que ce n'est pas pédagogique. Hein, et c'est ça peut-être ce qu'on peut regretter. Mais c'est vrai que le rapport de force, on a dit ici, était en leur défaveur. Moi, je ne suis pas totalement d'accord, hein, parce que la conséquence n'avait pas été uniquement que de disperser, mais il fallait arrêter. D'accord. On va parler aussi de cette partie de l'incident. Ali, pour terminer sur la forme et le fond, est-ce que les arguments même, par exemple, qui sont développés par le gouvernement ou la partie publique, les autorités, est-ce que ces arguments-là tiennent? Premier argument, les 15 jours, on a vu que le texte ici, il est quand même précis. Il y a 15 jours, il y a 10 jours et il y a 5 jours, en fonction des catégories de fonctionnaires. Et ceux qui étaient dans la rue, ce n'est pas la catégorie des 15 jours. Hein. Alors, l'autre argument, c'est de dire que c'est des questions de sécurité, alors que le Ouagadougou n'est pas sous état d'urgence. Des villes sous état d'urgence ont accepté les marches. C'est Ouaïguia, c'est par exemple, et Fada. Bon, moi, ce qui est certain, ce sont les mêmes organisations syndicales qui ont organisé la manifestation le même jour, avec les mêmes objectifs, les mêmes dates, les mêmes heures. Alors, comment ça se fait qu'on dise qu'à Ouagadougou, on n'a pas respecté les 15 jours francs, et qu'on dise qu'à Ouagadougou, on ne peut pas manifester, mais on peut manifester dans une zone en difficulté comme Fada? On a évoqué les questions de sécurité. Bon, moi, je pense qu'il y a un petit problème au niveau de la gestion des manifestations et que quelquefois, on gère ça de façon à la tête du client ou bien à l'endroit. On ne veut pas qu'on manifeste à Ouagadougou parce que Ouagadougou est une ville sensible, c'est la capitale. Donc, on cherche des subterfuges pour bloquer la marche à Ouagadougou, mais permettre cette même marche avec les mêmes dates, les mêmes heures, par les mêmes syndicats. On permet à Fada, on permet à Kongoussi, on permet à cela, mais à Ouagadougou, ce n'est pas possible de le faire. J'ai vu même sur les réseaux sociaux un responsable de la police qui est même venu le jour de la manifestation pour encore dire que la manifestation est interdite. Moi, je pense quand même que les syndicats burkinabés sont parmi les meilleurs syndicats africains. C'est des gens qui sont habitués à ces genres de manifestations, qui ont participé à des grandes luttes dans ce pays, aux côtés des hommes politiques. Je pense qu'il y avait seulement une volonté de l'autorité à ne pas autoriser cette marche. Maintenant, la question des rapports de force. Je pense qu'il faut que notre pays quitte toujours la question des rapports de force pour que ça soit beaucoup plus policé. Comme l'a dit Faustin, il faut que tout ce que nous faisons soit pédagogique. Parce que si à chaque fois, ce sont les rapports de force qui vont régir les conflits ou bien les trucs entre nous, ça va toujours être mauvais pour ce pays. Donc, si je suis fort, j'applique mes desiderata. Si je suis faible, je suis obligé d'aller m'asseoir. Je pense qu'il faut que ce soit la loi qui gouverne toutes nos actions et non le rapport de force. Parce que le rapport de force varie de jour en jour et notre pays risque d'être un pays instable définitivement. Pour terminer, je rappelle que de 1960 jusqu'à aujourd'hui, les Burkinabés n'ont jamais été capables de s'asseoir autour d'une table pour résoudre un problème. Chaque fois, c'est ce fameux rapport de force qu'on sert et chaque fois, nous sommes toujours en train de repartir à zéro. D'accord. Maître, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, dans le cas d'espèce, c'est les syndicats qui ont engagé le rapport de force. Hein. Et pourquoi pas l'État? Non, l'État a refusé, comme j'ai eu à le dire. Donc, dans un tel cas, il appartenait aux syndicats de saisir la justice, de saisir le juge de référé du différend. Et le juge de référé aurait tranché. Rien n'empêchait les syndicats de faire valoir que voilà, Kongoussi a donné son accord, telle ville a donné son accord, pourquoi Ouagadougou ne donnerait pas son accord. Le juge de référé allait trancher et nous serions restés dans un état de droit. Que le juge de référé ait eu à trancher en faveur ou contre les syndicats, au moins, ça aurait renforcé la justice. Donc, il faut que nous apprenions nous-mêmes à renforcer l'état de droit en donnant le rôle qu'il faut à la justice. Donc, ici, ce sont les syndicats qui ont engagé le rapport de force contre l'État. L'État a refusé et ils ne se sont pas pliés à la réglementation. Donc, et deuxièmement, je pense que nous parlons ici de marche et non de grève. C'était les deux. Mais ce qui a été réprimé, je crois, c'est plutôt... Il fallait gréver parce qu'on était un lundi, c'était jour de... Oui, c'est plutôt la marche qui a été réprimée.
Et donc, je pense que les deux ne sont pas tout à fait liés, parce que la loi dont vous faites le cas là parle de grève et non des manifestations. Oui. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Non, quand on parle de rapport de force, il faut dire aussi que l'État a utilisé la force qui est en sa faveur. L'État a fait intervenir la police, qui est une police qui appartient même aux syndicalistes aussi. Donc, le rapport de force, c'est l'État qui oppose sa force à des gens qui veulent manifester. Ce n'est pas les syndicats qui ont opposé. Les syndicats n'ont pas le monopole de la force. Les syndicats ne maîtrisent pas la police, la gendarmerie, non. C'est l'État qui a ça. Et l'État l'utilise pour faire respecter ce que lui, il a refusé. Oui, mais moi je voulais dire, ce n'est pas la première fois qu'il y ait, au cours de cette année 2019, ce n'est pas la première fois que les syndicats font une marche, font une grève. Il y a eu plusieurs fois. Alors pourquoi pour cette fois-ci, on vous dit que la manifestation est interdite? Parce que vous n'avez pas respecté certaines choses. Et pourquoi vous décidez, au lieu de corriger les choses, vous décidez d'aller à l'encontre de cette décision? Et pour deuxième chose, je ne suis pas d'accord avec Ali Comporé, parce qu'effectivement, si l'État n'avait pas demandé à la police de faire respecter la loi, on serait à quoi alors? On serait dans une situation où la loi n'est pas respectée. Parce que des syndicats disent, on interdit une manifestation, et les syndicats marchent tout de même. Donc, ce n'est pas l'État qui a opposé. Est-ce que c'est l'interdiction qui devient la loi, ou c'est la loi qui était votée par l'Assemblée nationale, donc qui est utilisée par les syndicats, qui est la loi? L'État a refusé, oui. Et l'État a employé la force pour faire accepter son refus ou imposer son refus. Est-ce que c'est ça qui est la loi? Le refus de l'État n'est pas la loi. Le refus de l'État n'est pas la loi. La loi est bien connue. C'est-à-dire que la loi, les syndicats n'ont pas respecté la loi. Et sur la base de cela, l'État dit... Nous refusons que vous puissiez faire... Non, je voudrais qu'on soit précis. Non, laissez-moi finir mon argumentation. Oui, non, laissez-moi finir d'abord avant de continuer. Je vais corriger juste quelque chose. Il y a eu deux aspects. Il y a eu la lettre du secrétaire général du Conseil des ministres, qui a parlé de 15 jours francs, donc question de légalité. Oui. Alors, pour ne pas donner l'accusé de réception. Oui. Maintenant, pour le maire, il est plutôt question de situation d'insécurité, etc. Il n'est pas question ici de non-respect de la loi. Vous me laissez continuer. Alors, vous avez posé la question tout de suite. J'ai dit, l'État a décidé d'interdire une marche qui ne respectait pas la loi. Donc, ce n'est pas à l'État qu'il faut... Il faut plutôt retourner la question à ceux qui organisent la marche. Donc, ceux qui organisent la marche n'ont pas respecté la loi. Donc, l'État se donne les moyens de faire respecter la loi. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, le rapport de force là, c'est les syndicats qui ont provoqué le rapport de force. Donc, on l'a tous dit ici, ce qu'il faut souhaiter désormais, c'est qu'on s'en remet toujours à la justice, comme on l'a dit ici. Que s'il y a un rapport, que s'il y a un problème, par exemple, on a évoqué le cas du CDP tout de suite, s'il y a un problème d'interprétation des textes, qu'on saisisse la justice et que la justice puisse dire très rapidement, oui, l'État n'a pas raison d'interdire la marche, l'État a raison, les syndicats ont raison, et bon, voilà, la manifestation a lieu. Mais c'est plus simple. En fait, la question qu'on se pose aussi, oui. Quand on dit que je ne souhaiterais pas qu'on retienne seulement qu'on dit que les syndicats n'ont pas respecté la loi, parce que la loi est là, et quand on lit la loi, on ne voit pas là où les syndicats n'ont pas respecté la loi. On voit plutôt la volonté d'interdire la marche. Non, justement, c'est votre interprétation. Ce n'est pas mon interprétation. Non, c'est votre interprétation. Laissez le juge nous dire que les syndicats ont raison ou que les syndicats n'ont pas raison. Moi, vous avez une interprétation, mais une autre personne a une autre interprétation. Donc, laissez le juge trancher. Oui, les commentaires sont libres. Par rapport à... S'il vous plaît, je vais quand même revenir sur ça. En fait, nous faisons une confusion. Parce qu'il y a l'aspect grève et l'aspect manifestation sur la voie publique. Dans notre cas d'espèce, il s'agit plus de l'aspect manifestation sur la voie publique, qui est régi par la loi 22 du 21 octobre 1997, laquelle loi, dans ses articles 4 et 7, fait obligation d'informer l'autorité 3 jours francs. Là, dans ce cas d'espèce, les syndicats estiment qu'ils ont respecté les 14 jours, puisqu'on suppose que si vous prenez 14 divisé par le nombre de 3 jours, 4 fois plus même qu'ils ont respecté. Donc, c'est une question d'interprétation à leur niveau. Et comme je l'ai dit, les syndicats au Burkina, quand même, ils sont outillés. C'est des gens qui savent ce qu'ils font. Ce n'est pas la première fois qu'ils organisent des manifestations. C'est vrai qu'ils ont eu l'impression que c'était du forcing qu'on leur faisait. Sur ce point-là, c'est la loi c'est les dispositions de la loi. D'accord. Alors, on va continuer sur une chose pour dire que quand on dit de se référer à la justice pour trancher, l'État aussi doit se référer à la justice pour trancher. Qu'est-ce qui empêchait le ministère de l'administration du territoire de
de s'informer auprès du juge des référés pour dire nous voulons interdire une manifestation et les gens veulent tenir la manifestation mordicus. Qu'est-ce que le juge dit? On a Non, déjà vu ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. D'accord. C'est un acte qu'on attaque. D'accord, on va y Voilà. Quand on saisit la justice, on attaque Mais un on va acte. avancer. On va aller cette fois-ci sur la répression elle-même. Comment les choses se sont faites. On a vu par exemple le commissaire central donc, de police qui est arrivé, qui a dit aux manifestants, est-ce que, je répète ce qui a été écrit, est-ce que vous savez que la manifestation, la marche est interdite? Et pas seulement de rétorquer qu'on n'a pas eu reçu de notification. Alors je voudrais qu'on se pose la question ici, est-ce que la façon dont la police a agi est aussi légale? À partir du moment où il n'y avait pas de notification de l'interdiction de la marche, à partir du moment où le commissaire n'a pas présenté aucun acte et qu'il y a par la suite une répression. Non, tout ça, ça pose des problèmes. Et vous souvenez-vous quand même que je pense que c'est la veille qu'on a vu sur les réseaux sociaux la note qui invitait à revoir la forme. C'est le 15, le 16, la marche, le lendemain. Donc, il y a eu tout ce tâtonnement-là. Et franchement, même nous, à notre émission du jour, nous en avons parlé parce que personne sur le plateau pouvait vous dire que c'était interdit ou bien la marche était interdite ou autorisée. Donc, il y a eu beaucoup de tâtonnements du côté du gouvernement. Ça, il faut le dire. Mais maintenant, qu'est-ce qui explique ça? C'est eux seuls qui peuvent vous le dire. Maintenant, c'est vrai, quand on veut respecter aussi, quand on vient arrêter quelqu'un, il y a des procédures. Maître le sait très bien. On doit vous dire pourquoi on vous arrête. On doit vous signifier beaucoup de choses. Dans ce cas d'espèce, ils disent qu'ils n'ont pas été notifiés. Et moi, je crois les syndicats, s'ils avaient été notifiés, je suis sûr peut-être qu'ils auraient eu une autre attitude. Ça, c'est clair. Bon, maintenant, c'est vrai, comme on le dit. Mais maintenant, ce qui est peut-être la suite, c'est quoi? Il faut voir comment... Moi, je pense peut-être, les syndicats gagneraient beaucoup plus à rester à travers la justice pour voir un peu qu'est-ce que la vie de la justice un peu sur tout ça. Ça fait un peu désordre. Est-ce que dans ce cas d'espèce, est-ce que la police avait le droit de réprimer sans être... ou qui des autorités devait dire à la police de le faire? Parce qu'on est dans le cas de la mairie, est-ce que c'est le maire qui devait se présenter d'abord et ensuite, au cas où la foule était hostile, appeler la police au secours? Ou est-ce que c'est la police qui vient d'elle-même comme ça et puis commence à réprimer? Non, ce qui caractérise l'administration, c'est l'écrit. L'administration ne travaille pas par la voie orale. Même quand on dit procès verbal, ça c'est dans l'ancien temps, où l'écrit n'était pas encore très formalisé. Donc, les policiers faisaient des procès verbaux, c'est-à-dire par la bouche. Est-ce que vous avez vu? Voilà, comme les huissiers le font parfois vis-à-vis des analphabètes, là, en expliquant les textes. Donc maintenant, tout se fait dans l'administration par les textes. Donc, si l'officier de police a dit ça, c'est que sans doute il y a un texte sur lequel il pouvait s'appuyer pour le dire. Maintenant, si le texte n'existe pas, s'il n'y a pas un texte qui le permet, il n'a pas le droit de le faire. Mais s'il l'a fait sans texte, ça n'empêche pas les syndicats, comme j'ai toujours à le dire, de saisir la justice. Voilà, en contestation de ce qui vient de se faire et de demander réparation. D'accord. Et tout ça, ça contribue au renforcement de l'état de droit. Alors, parfait, Sylvia. Les agissements de la police. Une police républicaine agit de cette façon. Mais évidemment, quand on interdit une manifestation et que vous allez à l'encontre de cette interdiction, mais vous allez être réprimé par la police. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça dans ce pays. Oui ou non? Et tous les jours, mais prenez quelque chose, prenez même dans votre famille, vous dites à un enfant de ne pas faire quelque chose. Il le fait, mais il va rencontrer quelque chose, un mur. Mais le problème, ce n'est pas la police. La police reçoit des ordres. La police a reçu l'ordre d'empêcher la manifestation. Parce que la question est là. Maintenant, il faut s'en prendre à la personne qui a donné l'ordre d'empêcher la manifestation. Nous sommes dans l'espace public. Pas à la police. Nous sommes dans l'espace public. Oui. Les choses doivent être très bien policées. Oui. Et il y a des réglementations à suivre. Oui. Dans une commune où le maire a interdit, dit-il, une manifestation, qui doit signifier l'interdiction? Et est-ce que la police qui arrive doit d'abord montrer l'acte du maire ou pas avant de procéder à cette répression? Vous êtes en train de me poser... C'est une question que je pose parce que tout le monde se pose la question. Vous posez des questions, mais permettez-moi de ne pas répondre à cette question. Ah bon? Pourquoi je ne vais pas répondre? Ici, nous parlons tous d'état de droit. Et on sait que, on a tous dit ici, dépassons les rapports de force. Alors que vous savez tous que ce qui s'est passé ici, là, c'est un rapport de force. Les syndicats ont voulu dire, nous, on va marcher. Le gouvernement a voulu dire, si vous marchez, vous allez voir. C'est ce qui s'est passé. Mais je suis d'accord, dépassons les rapports de force. Et allons-y dans la logique de l'état de droit. On vous dit, ne marchez pas.
voilà, vous n'avez pas respecté un certain nombre de choses. Voilà, Évariste vient de citer le texte en question. Mais est-ce qu'on avait des possibilités de se conformer au texte avant la manifestation? Si oui, moi j'aurais souhaité que les syndicats le fassent pour qu'on évite désormais. Mais cela dit, la manifestation est passée, elle a été réprimée. Il y a toujours des possibilités d'attaquer ce qui s'est passé, d'attaquer les conséquences de ce qui s'est passé. Ici, et donc, moi j'invite les syndicats. On n'est pas des conseils. conseils. Non, j'invite les syndicats. J'invite les syndicats. Ici des analystes. Il faut que le public comprenne comment est-ce que les choses se font dans l'état de droit, puisqu'il est question d'état de droit. J'invite les syndicats à attaquer les conséquences de la répression des marches. Ali. Bon, moi je dis tout simplement que autant les syndicats doivent respecter l'état de droit, autant l'État lui-même doit respecter l'état de droit. Voilà. Donc l'État aussi peut demander au juge de se prononcer sur une situation donnée. S'il ne le fait pas et qu'il ordonne à la police d'intervenir pour arrêter une manifestation, il y a un peu un abus exagéré. Alors parce qu'on a remarqué que Bassolma Badji a refusé jusque-là de croire que c'est la police, parce qu'il dit subtilement que ce sont des gens habillés dans les appareils. Non, mais ça, c'est une façon de dire qu'il ne croit pas comme ça. Voilà, c'est une façon de dire qu'il ne croit pas que la police va agir comme ça. C'est une façon diplomatique peut-être de parler. Mais ce qui est clair, c'est que le maire partage cette responsabilité de l'ordre public avec le ministre de la Sécurité. Je termine pour dire que tout le monde doit respecter la loi. Tout le monde doit respecter la loi. L'État doit respecter la loi. Les citoyens doivent respecter la loi. L'État, ce n'est pas parce qu'il a en sa possession la force qu'il doit l'utiliser comme ça. Et les populations ont le droit de contester certaines décisions de l'État. Voilà. Ce n'est pas parce que le gouvernement a dit non que c'est vrai que tout, on va accepter cela. Donc je pense que là, il faudrait qu'on revoie notre façon de... Merci à vous. Force doit rester à l'état de droit en ce moment. Alors on va continuer sur notre second sujet qui est l'appel au jugement donc, du 2 septembre, jugement du push manqué. Donc, on a tous vu le verdict qui a été, donc le jugement qui a été prononcé par le tribunal et le procureur militaire a interjeté appel donc, contre ce jugement-là du 2 septembre en toutes ses dispositions. Alors, maître, qu'est-ce que cela veut dire? Le procureur militaire a relevé appel contre le jugement du 2 septembre en toutes ses dispositions. Oui, mais ça veut dire qu'il remet en cause le verdict du tribunal. C'est aussi simple que ça. Mais dire que c'est le procureur militaire a interjeté appel, je pense que c'est voir les choses de façon simplifiée. Parce que ce sont les partis qui ont commencé d'abord à interjeter appel. Donc la plupart même avaient déjà interjeté appel. Donc dans un tel cas, le parquet militaire était dans l'obligation aussi de faire appel. Il n'était pas obligé, maître. Est-ce qu'il était obligé? Est-ce qu'il était obligé? Si. Puisque d'abord, il a fait des réquisitions. Et les réquisitions n'ont pas tout à fait été suivies par le tribunal. Et si le parquet ne fait pas appel, ça veut dire qu'on ne peut pas revoir les peines à la hausse par rapport à ce que le tribunal a décidé. Est-ce que je me fais comprendre? Tout à fait. Voilà. Or, comme le parquet n'a pas été suivi et que la plupart ont fait appel, le parquet s'est dit, mais tiens, bon, si vous n'êtes pas d'accord, moi non plus je ne suis pas d'accord, donc moi aussi je fais appel. Comme ça, on remet tout à zéro et on recommence en appel. Et le tribunal, la chambre des appels peut revoir toutes les condamnations, à la hausse comme à la baisse. Donc le parquet aussi peut revenir en chambre d'appel et puis renforcer ses réquisitions. Alors, donc, si on comprend très bien pour le public qui nous suit, ça voudrait dire que ce sont les condamnés qui ont obligé le parquet à agir, ou est-ce que le parquet aurait pu ne pas aussi interjeter appel et laisser les condamnés seulement faire appel? Le parquet aurait pu ne pas faire appel. Moi, je pense que c'est surtout, vu le nombre d'appels interjetés par les condamnés, qui a amené le parquet lui aussi à faire appel pour dire que, bon, écoutez, bon, si tel est le cas, bon, écoutez, moi non plus, je n'étais pas satisfait. Alors donc, on recommence tout à zéro. Voilà. Évariste Konsebo, quel peut être l'intérêt de cet appel? Maître l'a dit, oui, effectivement, le parquet avait fait des réquisitions, notamment la prison à vie pour les généraux, qui n'a pas été suivie par le tribunal, par exemple. Donc, ça peut être une peine que le parquet voudrait revoir remise au bout du jour. Mais ici, est-ce qu'il y a un intérêt quelconque à faire appel vraiment de ce procès, de ce jugement-là? D'abord, pour définir l'intérêt, il faut d'abord situer le contexte du parquet. C'est un parquet militaire qui est
C'est le ministre de la Défense qui actionne ce parquet. Et au-dessus du ministre de la Défense, vous avez le chef de l'État qui est le commandant suprême des forces armées. Ça, c'est clair. Donc, c'est cette hiérarchie-là qui a joué le rôle de l'accusation. Parce que quand on dit procureur, c'est ceux qui accusent. Et c'est vrai que les peines, comme Maître l'a dit, ils avaient requis des peines très sévères. Heureusement d'ailleurs pour les condamnés, le tribunal n'a pas suivi. Bon, maintenant, l'intérêt pour le parquet, c'est quoi? C'est peut-être d'aboutir à des peines plus sévères. Mais l'intérêt aussi pour les accusés, c'est peut-être, certainement, c'est pour avoir des peines moins lourdes. Mais chacun a ses intérêts. Les intérêts ne sont pas forcément convergents dans ce cas d'espèce. Parfait. Sur la question de l'intérêt, on se pose des questions. Après la condamnation, qu'est-ce qui a pu bien pousser, outre ce que Maître dit, que ce sont les condamnés qui ont beaucoup gesticulé, donc qui ont peut-être amené le parquet. Mais au-delà de cela, est-ce qu'on peut voir quelque chose comme une volonté politique de continuer ce procès-là? Parce que, comme le dit Évariste, bien entendu, la hiérarchie du parquet, c'est le gouvernement. Non, moi, je n'ai jamais cru que ce procès-là finissait le 2 septembre avec le verdict. Et il faut se dire que, bon, là, on a encore de longs mois devant nous. Et quand vous regardez le nombre d'appels, bon, on sait qu'il y a un travail qui va venir. Et donc, que ce soit au niveau des accusés, que ce soit au niveau du parquet, vraiment le travail n'est pas encore fini. Moi je ne suis pas dans le secret de Dieu, je ne peux pas dire s'il y a une volonté politique, mais j'ai dit, à partir du moment où les accusés disent « nous ne sommes pas satisfaits de nos peines », même si elles étaient plus clémentes que les réquisitions du parquet, bon, le parquet s'est dit « bon, je n'ai pas eu gain de cause ici de toute façon, puisque le tribunal a donné des peines plus clémentes. » Bon, donc, on revient dans le terre-plein, enfin, on revient sur le terrain pour recommencer le tout. Mais j'ai dit, il faut bien qu'un jour ou l'autre, on puisse passer à autre chose. Moi, je crois. Alors, mais justement, que... avant de passer à autre chose, est-ce oui. que, oui, le parquet, oui, le gouvernement a poursuivi, a accusé des gens, et tout le long du procès, on a dit que le tribunal la juridiction était indépendante, que c'était une séparation des pouvoirs, qu'il n'y avait pas de mainmise politique. Alors, maintenant que le jugement est rendu, alors il y a un appel qui est fait par le même parquet qui est donc dépendant du gouvernement. Est-ce que quelque part, ça ne pose pas de problème? Non, moi, ça ne pose pas de problème à partir du moment où vous dites que la juridiction était indépendante. C'est ce qu'on a dit. Ah, c'est ce qu'on a dit. Oui. Maintenant qu'il y a appel, c'est... Non, ce n'est pas parce qu'il y a... Est-ce que vous voulez dire que c'est parce qu'il y a eu appel que c'est une preuve que la juridiction n'est pas indépendante? C'est ça? Parce que le parquet étant lié au gouvernement, on veut dire. Non, mais à ce et moment, c'est le parquet qui fait appel. Il fallait commencer à dire dès le début que la juridiction n'est pas indépendante parce qu'elle dépend du chef suprême des armées. Je pense qu'il fallait commencer à le dire dès le début du procès. Mais aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas... Le dire actuellement, c'est un raccourci pour moi. De dire, comme ils ont interjeté appel, ça veut dire qu'ils reçoivent des ordres de... Moi, j'ai dit, il faut qu'on en finisse avec ce procès. Il faut qu'un jour, on puisse tirer effectivement un trait sur ce qui s'est passé et sur toutes ses conséquences. Justement. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Moi, je le prends au mot, effectivement, et je suis d'accord avec lui, il faut qu'on en finisse. Mais si on devait aller dans cette logique-là, le parquet ne devait pas faire appel. Le parquet ne devait pas faire appel, parce que son appel, c'est normalement, c'est pas pour demander des peines moins lourdes, c'est pour demander des peines encore plus élevées. Alors, si on est dans une logique d'apaisement et autres, et ça, c'est la preuve que le gouvernement y tient. D'accord. Alors, Ali? Bon, écoutez, moi, je pense que tout ce qui se passe est dans l'ordre normal des choses. Il y a des gens qui ont été condamnés et qui ne sont pas d'accord avec les condamnations. Il y a un parquet qui a demandé beaucoup plus, on lui a donné moins. Et il vient aussi faire appel de cette décision de justice. Ce qu'on doit souhaiter, et c'est ce qu'on a dit depuis longtemps, que le fait même que ce soit une justice, un tribunal militaire qui juge de telles affaires, avec des civils à l'intérieur, des juges qui dépendent d'une certaine hiérarchie, il allait y avoir un certain nombre de problèmes. Mais caïn, on était arrivé déjà à la fin du procès, et voilà que le procès reprend encore de plus belle. Parce que avec la petite connaissance que j'ai, bon, on va tout reprendre à zéro. Bon, qu'est-ce qui va en sortir? Or, tout le monde
quand vous écoutez tout le monde, il faut qu'on en finisse. Parfait même vient de le dire tout de suite. Il faut qu'on en finisse, il faut qu'on aille ailleurs, on voit d'autres choses. Mais apparemment, que ce soit ceux qui sont condamnés ou bien le gouvernement qui devrait être au devant de cette situation pour qu'on passe à autre chose, lui aussi il est assez belliqueux. Et donc, c'est reparti comme en 14, quoi. Alors, mais sur cette question, est-ce que aussi il ne pourrait pas s'agir de recherche de la vérité? Peut-être que la vérité n'a pas suffisamment été trouvée, donc il faut maintenant chercher la vérité. Mais... Non, mais moi je ne sais pas. Hein. Donc, puisque chacun c'est en fonction de ses intérêts. Bon, ce qu'il faut dire est qu'on ne peut pas, parce que le parquet a fait appel, dire que c'est la volonté politique. Non, ça ne tient pas. Même en matière civile, en matière pénale ou dans les tribunaux pénaux civils, le parquet fait appel. Oui, mais quand on se situe dans une juridiction, je vais juste rappeler peut-être à votre mémoire que cette juridiction, le Conseil constitutionnel a dit que cette juridiction est une juridiction spéciale. Hein, donc, non, écoutez, en et 2004, il y a eu... Ils ne sont pas dans une juridiction ordinaire. Il y a eu un procès du putsch, jugé par le tribunal militaire, qui était encore moins démocratique, mais il y a eu moins de bruit que ça. Hein. Tout le monde a accepté le verdict. En 2004, il n'y avait même pas de possibilité d'appel. Oui, bien sûr. Et les gens n'ont pas élevé autant de contestations, à savoir que ça relève du ministre de la Défense, qui lui-même défend du président, etc. Les gens n'ont pas élevé autant de contestations. Hein. Donc pourquoi maintenant on voit ce problème comme ça? Il faut dire une chose. Hein. Même si le parquet militaire relève du ministre de la Défense, qui lui-même relève en dernière instance du chef de l'État, ce n'est pas automatique, hein, ça se discute là. Hein. Le parquet militaire, le militaire de la Défense peut dire au parquet militaire, tu fais appel. Le parquet dit, ah, monsieur le ministre, sur tel point-là, si on fait appel, ça peut ne pas marcher. Ça se discute. Et c'est celui qui arrive à convaincre l'autre qui... Donc là, c'est le gouvernement qui a convaincu le parquet. Sans doute. Ouais. Donc, il ne faut pas croire que c'est des relations automatiques comme ça. Le ministre dit, tu fais appel, et puis le parquet fait appel. Et tout. Non. Le ministre peut dire, fais appel. Et puis, le parquet militaire dit, non, écoute, monsieur le ministre, ici, ça ne marchera pas. Donc, moi, je ne ferai pas appel. Qu'est-ce que vous en pensez? Etc. Ça se discute. Et donc, dans le cas présent, c'est tout à fait logique, dans la mesure où presque tout le monde a fait appel. Bon, moi, je trouve que c'était normal aussi pour le parquet de faire appel, dans la mesure où il n'était pas satisfait. Est-ce que quand on regarde un peu les intentions dans les prétentions de ceux qui font appel, quand les accusés ou les condamnés font appel, ça s'entend diminuer leur peine, mais quand le parquet fait appel, c'est pour augmenter les peines. Bon, ou bien pour le maintien des peines. D'accord. Moi, ce que M. de Tambela dit, c'est la situation idéale, que les juges, devant même leur hiérarchie, donnent des arguments pour ne pas qu'on y aille. Et ça, c'est la situation idéale. Malheureusement, pour M. de Tambela, on a des exemples où les juges ont décidé et le pouvoir hiérarchique a retoqué ça, et il n'y a rien eu. C'est ça aussi qui nous fait croire que les juges qui sont là-bas n'ont pas suffisamment de pouvoir ou d'autorité pour contester ou bien pour demander à ce que la hiérarchie veut ne soit pas respecté. Donc, ils vont respecter totalement la hiérarchie. Il ne faut pas oublier que chez les militaires, le respect de la hiérarchie est quelque chose de sacré. Juste pour rebondir parce qu'il a fait allusion à la tentative de 2004. Je ne sais pas s'il était là, mais moi j'étais là. Nous sommes allés visiter. Non, j'étais avocat même. Mais nous sommes allés visiter même les prétendus détenus. Malheureusement, d'autres sont même décédés par la suite. Mais finalement, au bout du compte, c'est quoi qu'on a retenu? C'est une intention de faire un putsch qu'on a condamné. Et quand vous dites que personne n'a contesté, je ne suis pas sûr. Hein. Alors, je vous renvoie à l'époque et puis voir toute la littérature qu'il y a eu dessus. Alors, et puis, bon, dans tous les cas, on ne peut pas comparer deux moments où en 2004, il n'y avait pas le double degré de juridiction. Aujourd'hui, il y a le double degré de juridiction. Alors, on va terminer. Mais est-ce que, parfait, tu disais, il faut qu'on passe sur ça. C'est vrai, peut-être qu'on vendange un peu les chances où, en fait, la volonté politique peut-être de faire la réconciliation, de faire l'apaisement, de décrisper un peu l'atmosphère. Mais on ne parle pas aussi du côté financier. C'est beaucoup d'argent. Tout ce qu'on a dépensé pendant près de 18 mois, on va encore remettre, peut-être plus encore. C'est ça aussi, c'est de l'argent pour le budget de l'État. Mais ce sont les exigences de la justice. De la justice bourgeoise, j'allais dire. Voilà. Mais vous savez, vous connaissez les autres. Mais si c'est celle-là qu'on a. Mais oui, mais la justice bourgeoise que nous avons choisie, évidemment, a ses exigences. C'est quand vous commencez, si vous n'avez pas fini avec le double degré, bon, voilà. Mais c'est ça. Mais vous oubliez, il y a encore
les intérêts civils qui ne sont pas encore... je pense que Ça, c'est pour le 22 octobre. C'est le Non, 22 sans octobre. oublier donc. qu'il y a la possibilité d'aller en cassation, même après le show. Après Oui, le- mais tout ça, après c'est l'appel. compris, on est Ouais. d'accord, mais c'est beaucoup d'argent. Ouais. C'est ce beaucoup qu'on est en train de d'argent, mais dire. c'est- Ce procès, finalement, il va Non, coûter mais- combien à la fin? Non, mais Michel Saorgo, si c'est comme ça, autant ne pas faire des élections. Hein. Parce que les élections aussi, ça fait beaucoup d'argent. C'est le coût à payer pour la démocratie, c'est le coût à payer pour la justice. C'est tout. Mais vous vous rappelez le procès d'Hissène Habré, ça a été reporté combien de fois? Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Il a fallu que les bailleurs de fonds de l'Union européenne, etc., mettent l'argent pour qu'on puisse juger une seule personne, Hissène Habré. Vous connaissez le budget de la CPI hein, qui siège aux choses là, à la haie là. Mais c'est plusieurs milliards de francs CFA. Vous connaissez le budget du tribunal pénal pour le Rwanda? Oui, mais pour maître, juger une seule est-ce qu'on peut personne. comparer des tribunaux qui sont financés Ouais. par Non, c'est pour vous dire l'international que- et notre budget qui finance Oui. un procès qui ne va pas Oui. finir C'est dans 3 ans? Moi, je ne suis pas d'accord avec le coût qu'on y met. Est-ce que vous voyez? C'est pour vous dire, je ne suis pas d'accord parce que je pense que ça coûte trop cher. Mais chaque chose a son coût. C'est ça D'accord. aussi le problème. C'est pas tellement le coût, c'est le rapport entre le coût et ce qui en sort. Le problème, Ce il qui fait ne que le fallait débat- pas qu'on y rentre. C'était à partir du moment où vous rentrez dans ce processus de la justice-là, mais il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et il faut que l'État accepte de mettre l'argent pour qu'on arrive à un moment où on dit, bon, c'est terminé. Alors, je termine avec... On aurait c'est pu un trouver truc le de- problème avec l'exemple des Gachacha Des au Gachacha, Rwanda, là. voilà, ou bien les tribunaux populaires de la Révolution. D'accord. Ici, Alors, sous on Thomas n'est plus à la Sankara. Révolution, Voilà pourquoi mais j'ai maintenant on parlé est à de l'état des justice droits. D'accord. Alors, on va terminer. Je veux juste vous poser une question. Avec cet appel qui est interjeté par le parquet, on a dit que pratiquement comme le gouvernement, si ça s'interprète comme ça, est-ce que, en lien avec la réconciliation nationale, est-ce que ce procès, l'acte du parquet militaire, est-ce qu'il ne posera pas de problème par rapport à la réconciliation? Ali? Bon, on ne peut pas tout de suite présager de ce que ça va faire. Seulement, quand on regarde à première vue, on peut penser que le gouvernement entend aller dans son sens, et que ça va peut-être compliquer les choses. Mais attendons de voir ce que ça va donner. Ce qui est certain, peut-être que si le gouvernement, le parquet en n'interjetant pas appel, aurait pu donner peut-être un signal dans ce sens. Mais en allant aussi, bon, ça peut compliquer davantage les choses. Tout à l'heure, vous parlez de coûts, mais ça, c'est de l'argent qui sort. Mais il y a aussi que le pays même est bloqué par rapport à ce procès. On attend, quand vous écoutez les gens de gauche à droite, oui, ça, bon. Donc, tous ces petits aspects, il faut qu'effectivement, nous quittions ce genre de mano à mano, ce face-à-face que les Burkinabés ont instauré entre eux depuis un certain nombre de temps, et ça fatigue tout le monde. Donc, je pense pour ma part que le gouvernement aurait eu beaucoup plus de sagesse en se retenant un peu sur cette affaire pour qu'on puisse sortir de ce truc. Bon, mais ceci étant, on n'est pas dans les secrets de Dieu, c'est ceux qui dirigent ce pays, c'est à eux de prendre les décisions pour que nous puissions sortir, que la sérénité revienne au Burkina Faso. Oui. Dès le verdict, dès le lendemain du verdict, on a entendu des voix, et non des moindres, parler de la possibilité ou inviter le chef de l'État à s'impliquer en utilisant ses prérogatives constitutionnelles, par exemple grâce présidentielle, etc., dans le sens de l'apaisement, de la réconciliation. Et puis patatras, voilà que on a là La grâce présidentielle ne peut intervenir pendant un procès en cours. On n'a pas dit ça, on a dit que c'était des appels, Oui, des mais le appels procès, à la réconciliation, qui ressemblent plus à aller vers la Oui, réconciliation, mais l'apaisement. le procès était déjà engagé. Donc à partir de là, on ne peut plus faire intervenir la grâce présidentielle. Maintenant, après le procès, le président peut faire usage de son droit de grâce et puis gracier tout le monde, mais pas avant la fin du procès. Oui, mais quand l'intention vient déjà du parquet, qu'on a dit, qui est soupçonné ou qui vraiment donne l'impression d'être l'instrument du gouvernement, est-ce que ça ne pose pas de problème dans les mentalités? Je pense même que le fait que le parquet ait fait appel va renforcer la réconciliation nationale et va renforcer la démocratie. Parce que quand ce procès commençait, on a commencé à dire que c'est politique, que c'est ceci, que c'est cela. Mais tout le monde a vu à travers les débats qu'il y avait un éclaircissement, que ça apportait un éclaircissement et que vraiment le tribunal, il faisait son travail. C'était un tribunal indépendant. Il y a eu des débats de tous les côtés. Chacun a pu dire ce qu'il a dit. Le public a appris beaucoup de choses. Maintenant, si le parquet ne faisait pas appel, le parquet serait quasiment absent en chambre d'appel. Donc, il y aurait moins de contradictoires. Maintenant, le parquet ayant fait appel, il y aura d'autres débats contradictoires qui vont contribuer à éclairer le peuple, tout comme les tribunaux populaires de la Révolution avaient éclairé le peuple. Et d'ailleurs, même ces publics-là, donc les gens vont, ils y vont,
Et ça va renforcer la démocratie et ça va renforcer la réconciliation nationale. Parfait. Parce qu'il ne peut pas avoir de réconciliation nationale sans vérité et sans justice. Justement, la vérité. Parfait. On s'évertue à vous dire qu'il n'y a pas de lien entre le fait que le parquet ait fait appel et le fait que ça ne favorise pas la réconciliation. Mais bon, vous continuez. Moi, je veux C'est comment tu continues, c'est ce que les gens pensent. C'est ce que les gens pensent l'idée que vous êtes en train de... et les éléments sont là qui le prouvent, que le parquet est lié au gouvernement, au ministre, au chef de l'État. Ça, c'est des faits. Avant le procès, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le tribunal? Mais on a vu comment le tribunal s'est comporté, avec notamment le président du tribunal, M. Ouédraogo. On a vu comment il s'est comporté, je pense, de façon honorable. Et aujourd'hui, on est au verdict, on revient encore avec cette affaire pour dire oui, comme le parquet a fait appel, ça veut dire que... Bon, non, je pense, même si le parquet n'avait pas fait appel, le procès là, allait continuer parce que les autres ont fait appel. Donc, autant que le parquet fasse appel et puis on revienne dans les discussions pour qu'il y ait encore des joutes contradictoires. Moi, je crois. Merci. Parfait. Je trouve que ce n'est pas honnête sur le plan intellectuel de dire que quand on a voulu mettre en cause un peu l'indépendance du tribunal, on a accusé le tribunal de ne pas être indépendant. Ce n'est pas là le débat. Le tribunal, c'est des hommes et des femmes qui ont agi, qui ont pris des décisions à leur âme et conscience. C'est la multiplication des incidents, tout ce qui s'est passé. Au regard de tout ça, par exemple, vous trouvez normal qu'on refuse que les témoins, par exemple, des accusés viennent pour donner des éléments qui peuvent contribuer à la manifestation de la vérité? Ça, c'est un problème, un problème qui est là. Il y a des incidents de ce genre-là qui ont fait que le citoyen lambda... Même au tribunal correctionnel, ok, d'accord, mais là, ça dit ceux qui avancent ces arguments-là se fondent sur ces incidents-là. Donc, maintenant, c'est vrai, on peut avoir un procès, on peut avoir un verdict sans avoir la vérité. Et c'est vrai qu'il y a des citoyens qui pensent que c'est la vérité de ceux qu'on a voulu, en fait, entendre qu'on a entendu. Voilà. Merci à vous. On va terminer au plan national avec le mouvement d'humeur des agents de la santé. Le SHINSA, qui depuis juin 2019 était en mouvement d'humeur et qui a encore remis ça jusqu'au 1er septembre, l'a remis jusqu'au 29 novembre, mouvement d'humeur donc qui se traduit par une opération caisse vide, donc il n'y a pas de fourniture des rapports statistiques, pas de tournée de mission, non paiement donc des actes, donc il n'y a pas de paiement des actes. On va dire au bonheur des usagers de la santé, on va dire des hôpitaux, etc. Ali Compaoré, est-ce que ça ne pose pas quand même gros problème pour la santé? Bon, la santé, c'est un secteur très, très sensible. Hein. Voilà. Donc, quand le personnel de la santé est en grève, c'est assez difficile de parler de cette affaire. C'est vrai que les gens vont à l'hôpital, ils payent pas à la caisse avant de se faire soigner, mais est-ce qu'ils ont droit à tous les soins aujourd'hui? Voilà. Donc, déjà qu'on parle des insuffisances des équipements médicaux dans notre pays, si des grèves perlées viennent encore fragiliser ce côté de la santé, c'est assez difficile. C'est pour cela que je dis, et je répète à ceux qui veulent m'entendre à chaque fois, qu'il faut qu'on trouve un moyen, dans ce pays pour pouvoir discuter de tous les problèmes sans forcément rentrer dans des rapports de force. Parce que les grèves, c'est aussi des rapports de force. Mais les grèves viennent aussi, non pas parce que seulement c'est les travailleurs qui veulent, mais les grèves viennent aussi parce que le patronat, lui aussi, est souvent rigide. Et finalement, ce sont les usagers, les malades en l'occurrence, le peuple burkinabé finalement dans son ensemble qui en pâtit. Et ce sont ceux qui ont la possibilité d'aller se faire soigner ailleurs qui le feront. Et finalement, on est toujours là. Le SHINSA, ce n'est pas un petit syndicat. Ce syndicat existe depuis longtemps et ce syndicat a toujours fait des grèves dans ce pays. Et ce syndicat pose toujours les mêmes problèmes. Je ne comprends pas qu'après plusieurs années, on soit toujours là sur les mêmes questions et on n'avance pas du tout. Voilà. Donc, les syndicats dénoncent le mauvais comportement du gouvernement qui ne tient pas parole. Le gouvernement attaque aussi les syndicats qui sont excessifs dans leurs revendications. Mais tout cela, c'est parce que justement, la culture de la démocratie, la culture de la négociation n'existe pas dans ce pays. Et c'est pour cela que ce pays se trouve en difficulté. D'accord. Alors, parfait, Silga, les syndicats, le SHINSA, appellent le gouvernement à appliquer
donc un protocole d'accord qui a été signé en 2017, notamment sur le point de la fonction publique hospitalière, qui devait être mise en œuvre depuis janvier 2018, 50% en 2018, 50% en 2019, mais jusque-là, rien. Quand on évoque cette grève-là, c'est dommage. C'est dommage parce que quand vous regardez depuis 3 mois, le gouvernement n'arrive pas à trouver une solution. Et ça, c'est... Mais je ne sais pas, mais ce n'est pas responsable du gouvernement. De la part du gouvernement, ce n'est pas responsable. Et je l'ai dit ici plusieurs fois, le gouvernement signe des accords qu'il ne peut pas respecter. Et ça, en signant l'accord, il le sait pertinemment. C'est ça qui me gêne. Il faut que ce gouvernement ait le courage de dire aux syndicats, voilà ce que nous pouvons faire, voilà ce que nous ne pouvons pas faire. Alors le gouvernement dit qu'il est en train de faire des simulations pour voir combien ça va coûter. Mais ce n'est pas maintenant qu'il faut faire ces simulations. Je suis désolé. Au moment où on signe l'accord là, qu'on fait la simulation pour voir qu'est-ce que ça va nous coûter dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Ce n'est pas après avoir signé l'accord que vous faites des simulations. Je suis désolé. Il faut que le gouvernement se considère comme un père de famille. Et un père de famille doit pouvoir s'asseoir avec ses enfants et trouver une solution à toutes les situations difficiles qui se présentent. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que si les syndicats sont en grève, ils sont responsables de la mort des patients. Non, c'est le gouvernement qui en a su, qui est totalement responsable de ce qui arrive dans les hôpitaux au Burkina. Parce que c'est lui qui doit trouver la solution. Et moi j'ai dit, il faut qu'il puisse dire la vérité. Il faut qu'il puisse dire, nous ne pouvons pas accepter cet accord parce que nous ne pouvons pas payer, nous ne pouvons pas donner des avantages, parce que ça va nous coûter comme ça, dans 3 ans, dans 10 ans. Si vous n'acceptez pas de dire la vérité et que vous voulez juste que les gens puissent lever les moyens de grève et vous signer des accords, mais il ne faut pas être étonné après que les gens aillent en grève pour l'application de toutes les dispositions de la fonction publique hospitalière. Je suis désolé, mais là, le gouvernement, vraiment, il passe complètement à côté. Maître, nous sommes là face à un autre cas de rapport de force. Là, on a le gouvernement qui a signé un protocole qui ne respecte pas. Les syndicats qui, par plusieurs étapes, du 21 au 25 mai, il y a eu un premier mouvement d'humeur. Après, du 7 juin au 1er septembre, un deuxième mouvement d'humeur. Et aujourd'hui, du 2 septembre au 27 novembre, un autre mouvement d'humeur. Et le gouvernement, jusque-là, n'arrive pas à trouver des solutions. Il faut qu'il trouve une solution. J'ai toujours eu à dire ici que le premier secteur nécessaire pour l'humanité, c'est la santé. Tout le reste est accessoire. On peut s'instruire de soi-même, mais il faut d'abord être en vie pour pouvoir s'instruire et pour faire autre chose. Donc c'est la santé d'abord. Or, quand on constate que c'est un secteur qui n'est pas valorisé, il y a des secteurs moins indispensables à la société qui sont mieux valorisés. Les magistrats ont eu gain de cause, les financiers ont eu gain de cause, mais pourquoi pas eux, alors qu'ils sont plus utiles que les autres? Donc cela dit, moi je pense que c'est tout à fait justifié. Et les magistrats et les financiers ont montré que c'est la lutte qui paye. Pendant longtemps, les choses là, les financiers ne travaillaient pas. Quand vous partez, n'est-ce pas, pour payer les impôts, etc., il n'y a pas de réseau. Vous disiez qu'il n'y a pas de réseau, etc. Pendant près de 3 mois. Et finalement, ils ont eu gain de cause. Donc pourquoi les agents de la santé ne le feraient pas? C'est la lutte qui paye. Cela dit, il faut dire que parmi leurs revendications, il y a les conditions de travail, le matériel, etc. Soit. Moi, j'ai visité il n'y a pas longtemps un centre hospitalier régional, tout neuf, tout équipé. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il se passe que depuis les professeurs au planton, les gens volent le matériel. Et ça, c'est où? Non, je ne le dirai pas. Non, mais ça pourrait intéresser les inspecteurs voilà. de l'État. Je n'est pas très courageux. Non, je le dirai en off. Non. Donc, il se trouve que tout le monde vole le matériel là-bas. De telle sorte que les quelques agents consciencieux se disent que d'ici quelques années, l'hôpital, ce sera des bâtiments seulement. Il n'y aura rien de fonctionnel. Déjà qu'il y a des services même qui ne peuvent plus fonctionner parce qu'on a volé le matériel. Donc, si le syndicat revendique tant, pour lui-même, je suis d'accord, il revendique les conditions de travail, au moins entretenez ce qu'on vous donne. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas de délégué syndical dans cet hôpital, un hôpital hospitalier régional, donc dans un chef-lieu de région. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas de représentant des syndicats dans cet hôpital.
Alors donc, il faut Est-ce que c'est au syndicat qu'il faut imputer la mais faute? si, Peut-être que c'est l'administration. Non, mais le syndicat est là pour veiller. Le syndicat est là pour veiller à l'entretien du personnel, du matériel. Et là, vous dites que ça a été été volé, donc c'est pas. Non, mais c'est pas ça, offert ça ne peut pas se au faire. syndicat de contrôler Oui, les actes de vol. Ça ne peut pas se faire comme ça, sans qu'ils le sachent. Et puis quand eux ils constatent là, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Voilà, le syndicat est là pour veiller à la survie de l'outil de travail, où que vous soyez. Il n'y a pas longtemps, il y a le personnel de Air Burkina qui a fait grève parce qu'ils ont constaté que la façon dont la boîte était gérée, ça conduisait la boîte à la chute. Donc eux, ils estimaient que c'était dans leur devoir pour la survie de Air Burkina d'attirer l'attention. Donc le syndicat est là pour préserver l'outil de travail et pour l'amélioration des conditions de travail et de vie de travail. Donc qu'est-ce qu'eux ils font dans ce cas précis? Évariste. Voilà. En fait, je peux parler. Non, en fait, c'est vrai que c'est une hécatombe. Et ce qui me frappe le plus, c'est le silence de ceux qui sont censés bénéficier de tous ces services, c'est la population. Parce qu'en fait, quand même, quelque part, tout le monde est là dans son coin. C'est quasiment l'article de Mobutu, débrouillez-vous, chacun se débrouille. Bon, c'est vrai que ce qui coince, ce n'est pas tant les revendications sur les conditions de travail. Parce que, en fait, c'est que, moi je les décharge, c'est que l'État nomme les responsables des CHR, c'est l'État qui nomme. Et c'est ce responsable qui a la responsabilité, qui est le gardien du temple, qui doit prendre des mesures, des procédures pour que le matériel ne disparaisse pas. Si on met des incompétents, l'État nomme des incompétents qui viennent s'asseoir, laisser le matériel partir, on ne peut pas imputer cette responsabilité-là au syndicat. Mais maintenant, c'est vrai que le point d'achoppement là, c'est beaucoup l'opérationnalisation de la fonction publique hospitalière. L'État a signé des engagements. C'est ça, en fait, c'est l'incidence. Et je pense que si ce point-là est débloqué, la situation, en principe, devrait revenir à une situation normale. Mais l'État aussi pose quand même des questions qu'on pourrait aussi comprendre. L'État dit qu'il n'y a pas de moyens, etc. Mais est-ce que ce n'est pas un problème plutôt de compréhension, de négociation qui se pose? Non, moi je pense que c'est une question de planification. Je pense que ce gouvernement, lorsqu'il est acculé, parce que quand il est en face avec ses partenaires sociaux, parce que c'est comme ça qu'on appelle les syndicalistes, en face de ses partenaires sociaux, c'est un gouvernement qui se précipite pour signer des papiers pour pouvoir aller dormir tranquillement. Or, ce n'est pas ça le rôle d'un gouvernement. Il faut qu'il y ait au sein du gouvernement des gens qui sont capables de réfléchir sur le long terme. Mais quand les gens sont là, il y a un problème qui est là, on dit, bon, donnez-leur, on va avoir la paix. Donnez-leur, on va avoir la paix. C'est ce qu'ils ont fait avec les magistrats. Et sur ce plateau, tous, nous avons reconnu que c'était une avancée sociale énorme pour les travailleurs. C'était un boulevard ouvert pour tous les travailleurs et que tous les travailleurs du Burkina Faso devraient emprunter ce boulevard-là pour avoir ce qu'ils doivent voir. C'est pour dire, tout simplement, je ne suis pas en train de dire qu'au gouvernement d'employer le fameux rapport de force, mais je dis un gouvernement responsable, réfléchi sur le long terme avant de signer ces accords. Si le matin, on vous dit on veut 10 millions, on vous dit bon écoutez, donnez-leur 10 millions rapidement pour qu'on voilà. Bon, et puis après dit on a fait ça, ça ne peut pas continuer. Or, notre gouvernement tâtonne toujours sa gouvernance et c'est ça qui est le problème aujourd'hui. Ce n'est pas des gens qui sont habitués, qui sont outillés pour discuter réellement avec un bon carnet de bord sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils auraient pu dire aux syndicalistes, si on vous donne ce salaire-là, dans 5 ans, 10 ans, on ne sera plus capable de payer, on ne sera plus ceci, ceci-là. Ils auraient expliqué ça clairement. D'accord. Alors, je précise, avant de passer la parole à Parfait, que l'émission est interactive, donc les téléspectateurs peuvent déjà appeler pour s'inscrire. On les rappellera donc pour prendre leur intervention, pour leur permettre de participer à cette émission. Oui, Parfait, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais dire, quand on regarde un peu les rapports entre le gouvernement et les syndicats, c'est comme quelqu'un à qui on offre la main et puis après il vous demande le bras. Parce que, en tout cas, quand on regarde depuis 2016 les efforts du gouvernement, je ne pense pas qu'il y ait un gouvernement qui ait autant pris des textes pour améliorer, en tout cas, les revenus des travailleurs. Il y a eu tellement de textes, en commençant par la loi 081. Ça, c'est en 2015, ça, c'est la transition ou c'est le gouvernement actuel? Est-ce que ce n'est pas la transition? La loi 0, ça a été appliqué à partir de 2016. Ouais. C'est le gouvernement oui, non, qui a trouvé 40 milliards, mais bien sûr, c'est le gouvernement du président. La transition qui a pris ces textes, non? Le texte a été pris. Oui. Mais est-ce que la transition avait les moyens de le faire appliquer? C'est en 2016 que ça a été fait. Je veux dire, après, il y a eu beaucoup de textes qui ont été pris pour améliorer sensiblement les revenus des travailleurs. Mais
en même temps, il y a eu un problème qui s'est posé. Parce que aujourd'hui, par exemple, on dit nous sommes en train de rechercher les moyens pour mettre en place la fonction publique hospitalière. Si je comprends bien ce que vous dites. Tout à fait. Mais non, mais est-ce que pour les magistrats, on leur a dit ça? On ne leur a pas dit ça. On aurait pu leur dire aussi, attendez, on ne va pas appliquer, on va mettre sur 5 ans, ou bien on va mettre sur 10 ans, on va appliquer l'accord signé sous la transition sur 10 ans. Et ne pas leur accorder. Mais on n'a pas fait ça. Ah donc, vous n'avez pas fait ça pour les magistrats, et puis vous voulez dire aux médecins, bon, attendez, on va trouver la moyen. Non. D'accord. Attendez, moi, ce qui est dommage, en même temps, c'est que, comme l'a dit Évariste, les Burkinabés regardent. Alors qu'il y a des... Moi, je vous dis, il a failli y avoir un drame dans une famille que je connais très bien, parce qu'il y a un malade qui manquait de sang. Et ça, c'était pendant la période difficile, parce que dans cette période-là, au CNTS, il n'y a pas de sortie pour aller collecter le sang. Alors que 80% du sang se collecte à travers les sorties. D'accord. Est-ce que vous voyez? Mais là, les Burkinabés disent quoi? Alors, les Burkinabés l'opinion publique aurait pu être plus, aurait pu effectivement mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il puisse régler ce problème. Alors, mais moi, je voudrais vous poser une question à la décharge aussi du gouvernement. Est-ce que pour les syndicats dans un secteur aussi sensible, qui touche directement la vie des gens, parce qu'il y en a qui meurent beaucoup dans les hôpitaux, on le voit, lié à ça, est-ce qu'il n'a pas aussi aux syndicats de dire, on a fait l'essentiel, apparemment, ça ne marchera pas, mais on ne va pas tout de même créer l'Holocauste, on va peut-être suspendre et puis peut-être revenir par la suite. Est-ce que ce n'est pas aussi possible pour les syndicats de voir la chose de cette façon? Ce n'est pas les syndicats qui ont prêté serment de protéger les Burkinabés dans tous les domaines. Mais il y a le serment d'Hippocrate aussi pour eux. Oui, mais chacun a son serment. Oui, mais si tu ne vas pas... il faut voir le malade, il faut que le serment d'Hippocrate s'applique à toi. C'est quand le malade est face à toi. Voilà. C'est comme nous les avocats, c'est face au client que le serment s'applique. Si tu ne vois pas le client, comment tu vas appliquer le serment? Voilà. Donc, celui qui a prêté serment de protéger les Burkinabés en toutes circonstances, etc., de veiller à leur promotion, c'est le président du FASO. Ce n'est pas les syndicats, ce n'est pas les médecins. Donc, c'est au président du FASO qu'il faut demander le chose, qu'il faut demander des comptes. Les médecins, les syndicats, tout comme les médecins, c'est dans leur droit de revendiquer. Et c'est au gouvernement de trouver des solutions. Comme Ali a eu à le dire, je suis rarement d'accord avec lui, mais je le connais que cette fois-ci. C'est-à-dire, c'est un problème de gouvernance. C'est la gouvernance à la petite semaine. Quand vous donnez un droit comme ça, il faut se dire, mais est-ce que dans 5 ans, je pourrai toujours satisfaire à cette obligation-là? Et en donnant un droit ici, il faut se dire, par rapport à tel aspect de la société, est-ce que ça pourra marcher? Voilà. On ne se lève pas comme ça et puis dire on signe les papiers et puis maintenant l'application devient difficile. On ne gouverne pas un État comme on gère une petite boutique de quartier. C'est par embuscade. Donc c'est-à-dire que c'est une question de gouvernance générale. Et ce que les agents de la santé réclament, c'est ça. Moi, j'en ai discuté avec certains, ils ont dit que s'ils cèdent maintenant là, ça ne marchera plus. Alors, mais justement, la question, c'est ça, un peu l'éthique aussi de la grève. Parce que quand les syndicats de la santé, surtout, quand ils durcissent, est-ce que ce n'est pas les membres du gouvernement qui en pâtissent, c'est la population, vraiment la population à la base qui en pâtit. La question, c'est aussi là, du point de vue éthique. Effectivement, quand il y a une grève là-bas, c'est la population de base, le petit peuple burkinabé qui souffre, ça, tout le monde est d'accord. C'est pour cela que celui qui a juré de sauver le petit peuple là, il n'a qu'à le faire. Il ne faut pas qu'il se dérobe, face à ces... C'est pas pour couper Ali. Hein. Ce n'est pas le petit peuple seulement qui souffre. Hein. Il n'y a pas quelqu'un au Burkina qui n'a pas un parent petit peuple, qui fait partie du petit peuple. Voilà. Ça n'existe pas. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que... merci, M. Tambela. Pour une fois, vous me complimentez. Merci. Je vous dis tout simplement que lorsque les décisions sont prises, en réalité... Quand les gens disent petit peuple, grand peuple, mais ce n'est pas vrai, ça ne reflète pas la réalité. Parce que vous, Lukman, Konsembo, Parfait ou Siléo, moi, nous avons des parents, quelque part, que nous, et même nous-mêmes, moi je suis fonctionnaire, je n'ai pas de sécurité sociale. Si je tombe malade aujourd'hui, je paye plein pot toutes mes dépenses. Donc c'est pour dire tout simplement que ceux qui gouvernent doivent avoir la capacité de se projeter souvent face aux problèmes. Il ne faut pas que chaque fois qu'ils sont dans l'urgence, on est coincé, on règle les petits problèmes et puis après on s'en va. Et finalement, ça devient un nœud gordien et on ne peut pas s'en sortir.
C'est vrai que depuis un certain nombre de temps, il y a des décisions qui ont été prises, mais c'est des décisions, j'allais dire opportunistes, un peu hypocrites pour s'en sortir. Et puis aujourd'hui, on est coincé. Un peu populiste, comme dit Populiste, Alors, voilà. juste dire aux téléspectateurs qu'on a un sérieux problème avec la liaison téléphonique. Donc, il n'est pas évident qu'on puisse aujourd'hui faire des appels entrants. Alors, parfait. Je voulais dire, on peut demander aux syndicats de mettre de l'eau dans leur vin. Ils comprendraient au regard de la situation. Mais en retour, qu'est-ce que le gouvernement fera? Mais c'est là toute la question. Et donc j'ai dit, il y a un problème de confiance dans ce dialogue-là. Parce que là, ça fait combien de temps qu'on est dedans? Il y a eu des négociations, les négociations se poursuivent. Mais malgré tout, ils n'arrivent pas à trouver la bonne solution. Ça veut dire qu'il y a un problème de confiance et il y a eu des précédents. Pissiam Ouedraogo, donc le secrétaire général du Syndicat, a précisé qu'il y a eu seulement, depuis juin, je crois, un seul contact avec le gouvernement, mais le contact est rompu. Donc les négociations, il n'en existe pas. Voilà. Donc j'étais même encore optimiste. Quand je disais tout de suite qu'il y a encore des négociations, c'est ce que j'avais cru comprendre. Mais j'ai dit, ce sont des précédents qu'il y a eu. C'est-à-dire, les gens à un moment donné ont dit, bon, pour donner de la chance à la négociation, au dialogue, nous allons lever le mot d'ordre. Et puis après, le gouvernement va dormir. Il dit, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Donc, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut gérer les choses. S'il y a un problème qui bloque le secteur de la santé depuis plusieurs mois, il n'y a qu'un seul responsable, c'est le gouvernement. On peut dire aux syndicats, oui, vous aussi, faites pardon, faites barca. Ils sont d'accord, ils peuvent faire barca, mais qu'est-ce que le gouvernement fera pour accompagner cette bonne disposition à aller vers la négociation? Évariste, vous terminez sur le sujet. Non, la situation est très, très dramatique, il faut le dire, mais ça va perdurer parce que, au stade où nous sommes, parce que ce mouvement a été déclenché quand même depuis novembre 2018, je pense. Et ça dure, ça s'est inscrit dans la durée. Et ça veut dire que ceux d'en face, c'est les syndicats, tiennent mordicus, cette fois-ci quand même, à leur point. Essentiellement, notamment, l'amélioration de leurs conditions de vie. Et ça, c'est normal. Maintenant, il revient à l'État de faire de la santé une priorité. C'est vrai. Si l'État décide d'en faire une priorité, sans doute que les moyens vont suivre. Mais, oui. Mais en fait... de là maintenant, c'est très compliqué. Et nous sommes dans un système de gouvernance par embuscade. L'État... Non, mais c'est ça, on gouverne comme ça. Quand on est embusqué, c'est-à-dire on invente des subterfuges pour pouvoir régler, sortir. Et maintenant, le reste, on va voir. Et c'est comme ça. Mais ce style de gouvernance-là a des limites. Il arrive un moment où ça coince. Et là, disons-le tout net, actuellement, ça va coincer pour ce problème-là, pour ce cas précis. Voilà. Moi, je voulais ajouter pour dire que quand on dirige un pays, il y a deux aspects importants. Il y a un aspect technique. Il faut que ceux qui dirigent le pays soient techniquement compétents pour comprendre les choses. Et puis, il y a un aspect politique. Parce qu'il arrive un moment qu'il faut faire appel. Je ne parle pas de la politique dans le sens blaguer les gens et tout. Non, ce n'est pas la roublardise. Moi, la politique, pour moi, ce n'est pas la roublardise. Ce n'est pas de cette politique-là que moi je parle. Mais il y a des aspects politiques et des aspects techniques. Le questionnement qu'on doit se faire aujourd'hui, notre gouvernement a-t-il les moyens techniques et les moyens politiques pour faire face à des situations de ce genre? Apparemment non, parce qu'à chaque fois, ils sont toujours coincés et chaque fois, ils n'arrivent pas à sortir des problèmes. Ils empilent les problèmes. Voilà, c'est comme un rouleau compresseur qui roule avec tous les problèmes tous les jours. Donc c'est un gros problème. Quand on a parlé tout à l'heure de planification, ça repose la question de la compétence. Des gens qui vont discuter avec les syndicats, ils doivent avoir avec eux toute leur documentation pour dire ce que vous nous demandez là. Si on vous demande ça, voilà les conséquences. D'accord. Voilà. Mais si vous n'avez pas ça, vous êtes obligé de signer et puis après vous retrouvez, vous dites, mais merde, on s'est trompé, on ne devrait pas. Et ça ne peut pas continuer. Alors, il va juste dire quelque chose, une seconde, et puis non, on va pour moi, passer c'est une question de à notre dernier priorité. sujet. Parce qu'il y a des statistiques, quand vous regardez, par exemple, au niveau de l'armée, on a 3 fois le nombre d'agrégés médecins militaires. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Ils n'ont pas d'outils, c'est une question de priorité. D'accord. Oui. Merci à vous. On va terminer cette émission avec le dernier sujet. Au plan international, il s'agit donc de la CPI, la Cour pénale internationale, le fameux dossier ivoirien Gbagbo Laurent et Blé Goudé, l'ancien président ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse Blé Goudé,
qui avaient donc bénéficié de l'acquittement du tribunal. Là encore également, il s'agit du procureur. Madame le procureur, Madame la procureure Bensouda a donc fait appel de cet acquittement. Maître, conséquence sur le terrain, bien sûr, judiciaire. Conséquence, je ne sais pas. C'est son droit de faire appel. Hein. C'est son droit de faire appel. Et comment je vais dire, et quand vous lisez par exemple les arguments qu'elle avance, elle a raison. Elle a ses raisons. Et donc, heureusement, dans un procès, il n'y a pas que le procureur, il y a les avocats et puis il y a les magistrats. Donc, chacun expose son argumentation et le tribunal décide. Sinon, ce qu'elle dit, elle reproche plein de choses au jugement qui a été fait, et pièce à l'appui, se référant même parfois au jugement en question. Donc, qu'elle accuse d'avoir violé certains textes, etc. Donc, je pense que c'est de son droit de faire appel. Donc, c'est à elle de faire valoir ses arguments devant le tribunal. Et c'est aux avocats aussi de Blé Goudé et de Laurent Gbagbo de défendre le point de vue de leurs clients. Et la Chambre des appels va trancher. Alors, sinon, je pense que c'est tout à fait de son droit. Ici, c'est un dossier imminemment politique. On voit la main, par exemple... Il faut dire que tous les dossiers sont politiques. Mais celui-là particulièrement, parce que c'est un ancien président qui accuse la France et le pouvoir actuel d'Abidjan de le contraindre donc à rester en prison. Est-ce qu'aujourd'hui, ce dossier-là, même si le plan judiciaire il sera compris, est-ce que ce n'est pas l'aspect plutôt politique qui va dominer? Non, mais ça maintenant, ça dépend de choses, de l'appréciation des uns et des autres. Sinon, tout dossier est politique. À la Makola, c'est plein de prisonniers qui sont là-bas. C'est politique. C'est tout simplement parce que nous sommes dans un État qui refuse la délinquance comme mode de vie en société. Donc, on réprime tous ceux qui vont violer la loi. Donc, tout dossier est politique. Maintenant, comment je vais dire là? Dire que parce que c'est Blé Goudé, c'est Barbeau, non. On en a discuté d'ici. Il faut dire que le procureur a l'opportunité de poursuite. Il décide qui il va poursuivre en fonction de ses arguments. Maintenant, il revient aux autres, s'ils veulent qu'on poursuive quelqu'un, d'apporter les arguments qui montrent mais que ça, c'est la théorie. Hein. Est-ce que ça, c'est pas la théorie? Non, dans la pratique, quelqu'un qui a volé une banane, ça ne peut pas être quand même politique. Contrairement à quelqu'un qui veut se présenter à une élection qu'on poursuit pour des faits. C'est politique. S'il se trouve que la société admet qu'on puisse voler une banane, mais on ne va pas le poursuivre. D'accord. C'est vrai qu'elle a fait usage de son droit. C'est vrai. Mais maintenant, dire qu'elle a raison, pour le moment, on ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce qu'elle a relevé un acte d'appel sans donner la substance de son appel. On ne sait pas de quel point. Elle avance des arguments techniques. Mais il faut aussi se souvenir qu'en janvier dernier, quand le tribunal vidait en fait le délibéré, ils ont dit que le dossier de Mme Soudar était d'une extrême faiblesse. Bon, après combien? Après 8 années quasiment ou quoi? Voilà, messieurs, les accusés ils ont été innocentés. Les charges qui étaient donc avancées contre eux sont tombées. Bon. Il reste quoi finalement? Finalement, puisque les mesures, en fait, consistent à limiter les déplacements de ces gens. Bon, quand on lit ça, certainement, à l'actualité ivoirienne, moi, je dis que Mme Bensouda travaille pour des mains invisibles, c'est tout. Pour le président, je sais pas, Ouattara, parce qu'on lui prête des liens avec... On utilise une institution assez, je ne sais pas, assez utile pour régler des comptes personnels. Non, moi, je dirais, vous avez dit une institution assez utile. Moi, je ne suis même pas certain que cette institution est utile. Parce que quand vous regardez la CPI aujourd'hui, malheureusement, c'est les Africains qui envoient leurs frères là-bas. Regardez le traité, le texte qui institue la CPI. Combien de pays n'y participent pas? En commençant par les États-Unis, Israël, ils ne sont pas dedans. Mais c'est tout dire. Donc, c'est un instrument au service de mains invisibles. Et moi, je dis ici, en tout cas, moi, dans ma tête, Gbagbo est libre. Moi, je ne calcule même pas ce que la procureure vient de faire, je ne calcule même pas ça. Moi, je dis Gbagbo est libre, ça me suffit largement. Parce que j'ai dit, ce qu'elle a fait depuis le début, elle l'a fait pour un but précis, c'était pour sortir Gbagbo de la Côte d'Ivoire. On l'a sorti, malheureusement, dans la précipitation, c'est un dossier à la va-vite qu'on a monté pour les faire condamner, ça n'a pas marché. Et ça continue, parce que le but, c'est effectivement d'éviter l'interférence de Gbagbo dans le jeu politique ivoirien. Mais là, il faut le savoir clairement. Ah oui, parce que récemment, il a reçu des leaders politiques ivoiriens, notamment son ancien ennemi,
le président Bédié qui est allé lui rendre une visite. Et il fait partie de la coalition donc, qui s'oppose au président Ouattara. Comme on le dit souvent, en Côte d'Ivoire, il y a 3 baobabs. Et chaque fois, 2 baobabs se sont liés pour faire tomber l'autre. En 2015, c'était Ado et puis le Sphinx de Daoukro contre Gbagbo. Mais là, je pense qu'en 2020, ça risque d'être Gbagbo et puis le Sphinx de Daoukro contre Ado. Donc, mais il ne faut pas ça. Il y a un petit baobab aussi qui est là. Il faut regarder les choses en face et se dire on veut éviter l'interférence de Gbagbo dans le jeu politique ivoirien. C'est tout. D'accord. Ali, ce n'est pas une analyse assez simpliste, ça. Pour mettre, juridiquement, c'est clair, ce n'est pas politique. Simpliste, je ne sais pas, parfait, certainement ses sources, à partir de ces sources qu'il analyse les faits. Donc, moi, je ne suis pas trop me prononcer sur ce qu'il a dit. C'est que moi, je sais, et je l'ai toujours dit ici, je ne suis pas d'accord avec la CPI. Donc, tout ce qui sort de la CPI ne m'intéresse pas du tout. Je ne suis pas d'accord. J'ai aimé les assises, je crois, africaines là, qui ont jugé Hissène Habré au Sénégal. C'est un problème africain. On a jugé Hissène Habré au Sénégal. Il a été condamné. Et jusque-là, personne, en tout cas, il n'y a pas du ramdam autour de cette affaire. Ce qui, moi, me gêne dans l'affaire de la CPI, je ne peux pas comprendre qu'on ait pris M. Laurent Gbagbo et son ministre Blé Goudé sur des affaires assez graves. Crime contre l'humanité, c'est pas quand même, c'est pas de la rigolade, c'est du sérieux. Et qu'à la fin du procès, on dise qu'il n'y a rien, c'est vide. Mais quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous savez très bien qu'il y a eu quelque chose. Mais comment ça se fait qu'on n'ait pas pu donner la preuve? C'est pour dire tout simplement aux gens, quand on va à la justice, ce ne sont pas les évidences qu'on juge à la justice, ce sont des faits. Si vous n'avez pas les faits contre quelqu'un, collez-lui la paix. Ne l'amenez pas devant la justice parce que vous allez vous faire ridiculiser dans une justice qui fonctionne normalement. Madame Bensouda, apparemment, a pris son dossier à la légère sur la base des évidences. Après le truc, oui, il y a eu 3000 morts. Voilà. Vous dites ici, je suis contre la CPI, mais voilà que la CPI, en l'absence des faits, a quitté Gbagbo. Oui, mais c'est pour ça que je veux dire, tout ce que la CPI fait, sur moi, sur le plan politique, ne m'intéresse pas. Ici, c'est l'exception qui confirme. Voilà, je viens. Je dis ça ne m'intéresse pas parce que moi, je ne suis pas d'accord avec cette cour-là pour juger les Africains qui commettent des fautes dans leur pays. Mais ce sont les Africains qui envoient d'autres Africains là-bas. Oui, voilà, parce que justement, on contraint justement les Africains à signer ces accords et tout. C'est l'épée de Damoclès qui pèse sur tous les chefs d'État africains. Si tu ne restes pas tranquille, on t'amène à la CPI. Ça, on entend ça partout. Voilà. Donc, il faut quand même que cette cour-là, en dépit du fait qu'elle soit contestée par une grande majorité d'Africains, elle fasse preuve de beaucoup de sérieux. Parce que ce tâtonnement, un monsieur qui a quitté, après on revient demain pour envoyer encore d'autres éléments contre lui, ça ne fait pas sérieux. La procureure Bensouda, la procureure Bensouda, je rappelle qu'elle fut ministre de la Justice de Yaya Jammeh. Donc ce sont les Africains qui se transportent. On peut bien comprendre. La CPI n'est pas en Gambie. Voilà, la CPI n'est pas en Gambie. On peut bien comprendre les choses. Mais je pense que si on avait créé une cour africaine pour gérer cette question de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, c'est un peu dans le même schéma que le nôtre. Hein. Là-bas aussi, il y a les élections qui approchent, la sérénité ne règne pas. Bon, tout cela, ce pays aussi a besoin de quiétude pour pouvoir alors, voilà. Positionnement politique, jeu politique, distribution des cartes politiques, est-ce que cela a un effet vraiment sur tout ce qui se passe du côté de la CPI? Et si Gbagbo était le tribunal qui va donc siéger, si Gbagbo était remis en prison? Non, il faut dire qu'il faut apporter une précision. D'abord, l'Afrique ne peut pas créer une cour africaine, ce n'est pas possible. Le projet existe, hein, elle n'a pas été. Oui, c'est les moyens. L'Union africaine fonctionne comment? Hein? C'est des fonds étrangers. C'est des fonds étrangers. Ah, okay. Même Hissène Habré été jugé comment? C'est des fonds étrangers. Voilà. Donc, retirer tous les financements étrangers de l'OUA tombe. Ah non, l'Union africaine tombe. Ils seront incapables d'organiser un seul sommet. Même le siège a été construit par qui? Hein? Même Arusha qui jugeait là, c'était les fonds quoi? C'était les fonds américains et puis européens. Donc, la première des choses qu'il faut dire est que l'Afrique ne peut pas constituer une cour. Ce n'est pas possible. Deuxième chose, il faut apporter une précision. La CPI ne part pas chercher quelqu'un. Non. Ce sont les gens qui disent à la CPI, voilà, prends et juge. C'est comme ça. Donc, la CPI, c'est soit sur décision des États, soit sur instruction du Conseil de sécurité. Voilà.
Voilà les deux façons de saisir la CPI. Donc Laurent Gbagbo, ce n'est pas la CPI qui est venue chercher Laurent Gbagbo. C'est l'État ivoirien qui a envoyé Laurent Gbagbo à la CPI. La preuve en est qu'il y avait le cas de Simone Gbagbo aussi. Et l'État ivoirien a décidé de ne pas envoyer Simone Gbagbo à la CPI, mais de juger Simone Gbagbo sur place. Donc la CPI est un instrument subsidiaire. C'est-à-dire, à défaut de juger quelqu'un chez vous, la CPI peut intervenir. Mais si vous estimez que vous pouvez faire la justice chez vous, la CPI n'a rien à foutre. Donc c'est à défaut, en cas de défaillance ou d'impossibilité pour l'État d'assurer la justice dans un cas précis, alors la CPI s'en charge. Voilà, donc, c'est-à-dire qu'il faut connaître les textes, connaître les choses et éviter les confusions que ça peut aller entraîner. Donc la CPI n'a rien à voir. Ce que je veux Mais dire, dans la pratique, c'est vrai que... Je voulais ajouter quelque chose. Ce que moi je veux dire, je connais très bien le fonctionnement de la CPI. J'ai dit tout simplement que les Africains doivent s'organiser pour juger leurs délinquants sur le sol africain. Sinon, je sais très bien que ce n'est pas la CPI qui vient attraper, qui est venue attraper Gbagbo. Je sais que c'est l'État ivoirien. Je sais que c'est l'ONU aussi qui demande d'attraper quelqu'un. Ça, je le sais. Oui, quel que soit le mais ceci étant, les explications que vous donnez, ce n'est pas à moi que vous adressez ça. Pour les téléspectateurs, c'est intéressant. En dépit des modes manifestement indépendants de saisine de la CPI ou d'action de la CPI, est-ce que ça le dédouane dans la pratique de mal faire les choses? C'est ça aussi la grande question. Vous venez de dire que la CPI a bien jugé. Si la CPI faisait mal les choses, elle condamnerait Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Non, je ne l'ai pas dit. J'ai constaté que Laurent Gbagbo, en l'absence des faits, a été acquitté. Alors, pour terminer, sur la scène politique ivoirienne, on est vraiment au thème de l'émission, sur la scène politique ivoirienne, si Gbagbo était retourné en prison. Non, il ne peut pas retourner en prison. Le problème ici, c'est que vous savez très bien que les procédures au niveau de la CPI sont très longues. Et quelqu'un, quelque part, a besoin de gagner du temps. Donc, le fait de lui plaquer cette procédure-là, on va peut-être le cantonner quelque part, le temps qu'on règle des comptes. Sinon, c'est clair, il a été acquitté. Non, mais attendez. La procureure a fait appel. Vous savez dans combien de temps ça va être jugé, finalement? Non, il y a le délai, c'est très encadré. C'est Elle très a un mois encadré. pour déposer son rapport, et ensuite, il y a le jeu entre les avocats. Ça va prendre au moins 6 mois, Bien peut-être sûr. 1 an. Bon, Les élections, c'est en 2020. Oui, d'accord. Donc, Juste une précision. c'est clair. Oui. C'est pour vous dire que ce qu'on reproche à la CPI ou quoi comme ça, là, moi je le vis tous les jours dans mes dossiers. Il y a plein de mes clients qu'on a envoyés à la MACO pour des charges plus légères que ça et qui croupissent à la MACO. C'est parce que ce n'est pas des gens très connus, sinon on dirait que c'est politique aussi. Donc les procureurs là, parfois les qualifications sont mal données, parfois l'appréhension des faits est mal faite, etc. Et on dépose des gens à la MACO. Pour moins que ça. Merci. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas seulement à la CPI que ça arrive. Dans la pratique de tous les jours, nous, on rencontre des choses comme ça. Merci, maître. Voilà, tout Non, à mais fait. tout le monde est justiciable. Il n'y a pas que vous n'êtes pas Merci sportif. à vous. On est au Tout le thème monde de est justiciable. l'émission. C'est ça que nous dénonçons. Merci. Voilà, Merci à ce sont vous. ces légèretés-là que nous dénonçons. Merci à vous tous. On est au thème de cette émission. Je voudrais vous remercier. On termine sur une note assez chavitée, c'est très bien. Et puis, merci à nos téléspectateurs qui nous suivent au Burkina et partout ailleurs dans la diaspora. On était donc autour de cette table-là. J'avais avec moi Évariste Faustin Concebo, il est chroniqueur média, président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, et également premier porte-parole du FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Et Maître Kielem Apollinaire de Tambela, il est avocat inscrit au barreau, il est président du CRI, qui est le Centre de recherche international et de stratégie. À côté, Mamadou Ali Compaoré, journaliste à la RTV Télévision Nationale, ancien rédacteur en chef et présentateur du 20h. Merci d'être passé. Et puis enfin, Parfait Silga, il est journaliste et analyse. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.